Bonjour. Voilà, donc Laurent, donc ici nous sommes en Tunisie, mars 76, je crois. Absolument, en Tunisie, et on retrouve un George Lucas qui est en plein désarroi. C'est l'image de la couverture, on peut voir deux soleils. C'est un petit clin d'œil évidemment à cette fameuse scène du premier film où l'on voit deux soleils, une image qui a marqué les gens à l'époque. Et donc c'est ce mélange entre réalité et fiction. George Lucas est face à son avenir, face à son futur. Et tout va mal pour lui à ce moment-là. Tout à fait. Et alors moi j'adore dans cette image-là, c'est ça, c'est qu'on a l'image latente, l'image de la post-production du second soleil. Mais Lucas est là et peut le contempler. Je vais peut-être vous demander une télécommande sur scène pour pouvoir faire avancer le PowerPoint, s'il vous plaît. Donc, on va peut-être parler de ton parcours. Toi, tu avais George Lucas, c'est pas la première personne de la sphère, on va dire pop culture, que tu as documenté. Tu avais commencé avec Michael Jackson il y a très longtemps. Oui, j'étais un grand fan de Michael Jackson quand j'étais adolescent. Et j'ai commencé par un fan club Michael Jackson alors que j'étais adolescent. Et de fil en aiguille, avec un copain fan, on a créé un magazine sur Michael Jackson qu'on a sorti chez les marchands de journaux. Et finalement, Michael Jackson l'a vu et nous a invités à le rencontrer. Et on a travaillé après pour Michael Jackson pendant des années. Et ça a été donc une entrée dans le showbiz et un peu l'univers du divertissement, l'entertainment américain à travers Michael Jackson. Et par la suite, plein d'autres projets, notamment autour de George Lucas. Voilà, tout à fait. Après, la petite connexion, bien sûr, entre George Lucas et... Enfin, entre Michael Jackson et George Lucas, ça a été Capitaine EO, produit par Coppola, qui a été le film a produit, en termes de coût de production, le Capitaine EO le plus élevé du monde, tandis que American Graffiti a été le film, je crois, à la minute, qui a eu qui est le plus tôt rapport argent gagné à la minute. Absolument. Très important chez Lucas. Oui, Captain EO, donc le fameux film en 3 dimensions diffusé dans les parcs d'attractions Disneyland et qui a rassemblé Michael Jackson et George Lucas et qui avait effectivement le coût à la minute le plus élevé, qui était 1 million de dollars à la minute en 86. Voilà, et c'est bien avec ces économies enfin, ces histoires d'échelle économique, ça nous replace peut-être tout simplement en 73-74. On va peut-être commencer une petite exploration visuelle de la BD en avant-première. Je crois que la télécommande ne marche pas, faut-il l'allumer? Bouton vert. Hop, parfait. Et bien là, on en est où? On est avec tout simplement les inspirations de Lucas. Voilà, donc ce roman graphique qui s'appelle Les Guerres de Lucas et dont j'ai signé le scénario sur un dessin de Renaud Roche, explore toute la création de Star Wars et la personnalité de George Lucas, la trajectoire en fait extraordinaire de cet homme. On l'a conçu un peu comme un biopic, c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire de sa vie jusqu'à la fin du premier Star Wars, de son enfance jusqu'à la création du film. Et pour ceux qui la connaissent un petit peu, c'est une histoire incroyable, mais quand on rentre dedans et qu'on voit le parcours extraordinaire de George Lucas, c'est vraiment un sujet de film. Ouais, et moi, ce que j'ai adoré, c'est que dans cet ouvrage, on a aussi bien, à la fois, on va parler des inspirations, de l'aspect un petit peu juridique, négociation de contrat, organisation du film, production, comme un petit peu sur la planche de droite. Donc on va parler d'American Graffiti, de Coppola, de comment ont été dealés certains contrats. Donc on va balayer un spectre assez large qui est très intéressant. On va revenir par exemple aussi sur les premières versions de Star Wars que George Lucas avait dans sa tête, comme on peut le voir un petit peu sur la page de gauche, ou ce qui aurait pu exister. Et alors, peut-être, on peut se poser la question, l'enjeu, comment on fait pour s'attaquer à Star Wars 45, bientôt 50 ans après, pour le documenter? Ben oui, même 50 ans, parce que 1973, premier brouillon de Star Wars avec le journal des Wills. Comment on fait pour trier le vrai du faux? Alors c'est une question essentielle et très importante, c'est que beaucoup de choses ont été dites sur Star Wars et sur George Lucas. Il y a énormément de documentation et il y a souvent différentes versions de l'histoire. Et avec le temps, on voit que les versions changent et que les gens modifient un petit peu ce qu'ils ont raconté. Donc nous, notre approche, ça a été de retourner aux archives les plus anciennes et de chercher ce que les gens ont dit au plus près de l'événement.
Et on se rend compte que les versions les plus fiables sont les plus anciennes. Et on voit très bien comme avec le temps, quand les gens se rendent compte du phénomène, qu'ils se rendent compte de ce qu'il y a autour, ça peut être romancé, ça peut être édulcoré parfois aussi. Il y a des personnages dont l'importance est manifeste et qui sont un peu écartés, et d'autres qui sont plus mis en avant. Donc mon travail, ça a été évidemment de digérer toute la documentation possible sur Star Wars et sur George Lucas, et de faire le tri et de retourner à la source, en fait. Et plus on s'approche de la création des films, et plus, à mon sens, on trouve la sincérité des intervenants, et on voit qu'il n'y a pas de filtre. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que cette histoire, il y a des personnes un petit peu oubliées de Star Wars. J'y pense, je la cite parce que là, on voit le sable laser, le blaster E11, le pistolet Han Solo de Roger Christian, qui s'est occupé aussi de décorer tout l'intérieur du Faucon Millenium, qui a dressé les décors en Tunisie. Et c'est quelqu'un, ils avaient un petit peu oublié, si je dis pas de bêtises, ses interviews, et c'est ressorti un peu que récemment. Et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, qui a fait aussi un très bon livre sur la saga. Et il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir 40, 45 ans après, et c'est bien aussi d'avoir ce rôle de passeur, je trouve, avec ce livre qui va marquer. Et là, on le voit aussi avec notre petit Kenny Baker. Et on voit, vous connaissez probablement les problématiques aussi dans le désert avec 6PO. Le tournage a été très dur. L'idée, c'est de synthétiser en fait des tas de choses provenant de tas de sources différentes, parce que même le fan moyen ne peut pas digérer toute cette documentation. Donc ça a été un travail de prendre tout ça et de ressortir ce qui retraduisait le plus fidèlement toute cette aventure, et notamment cette aventure humaine, parce que moi c'est quelque chose qui me passionne, de voir les interactions entre les différentes personnes, et avec le temps, avec le travail de la machine d'attaché de presse, on va lisser tout. Et on va enlever un peu des aspérités. Mais pourtant, ce qui est intéressant dans la création, c'est le conflit qu'il y a entre tous ces personnages. Il y a énormément de gens qui ont apporté quelque chose, mais ça ne s'est pas toujours fait dans la douceur. Et par exemple, quand on voit que Anthony Daniels, qui joue donc le rôle de C3PO, et Kenny Baker, qui joue le rôle de R2D2, ne s'entendaient pas du tout. Et c'est intéressant de revenir là-dessus en clin d'œil. Et il y a eu d'autres clashs entre de nombreuses personnes. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de voir ces deux. Tout à fait, ouais. Et je trouve que c'est vrai que moi je dis souvent l'histoire des tournages de Star Wars est essentielle à comprendre pour voir comment on faisait les films avant, parce que maintenant, mon point de vue, c'est personnel, c'est devenu des marathons, c'est extrêmement physique, il faut gérer les exécutives, l'ère digitale et pas mal d'autres pressions. Et le fait d'avoir mis ça en BD, ça rend aussi la chose beaucoup plus digeste pour les non-fans. Et même moi qui ai lu des dizaines, vingtaines, trentaines d'ouvrages, j'ai sincèrement appris des trucs. Et surtout la manière, alors on va peut-être aborder maintenant l'aspect graphique de la chose. Voilà, moi j'ai ouvert le livre, j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Voilà, oui, le livre est dessiné par Renaud Roche, qui est un grand artiste, qui travaille pour des studios de cinéma, et qui est un passionné de Star Wars. Et qui a un trait très expressif, et il a le sens du mouvement. On peut le voir là sur ce dessin, c'est assez spectaculaire. C'est donc la scène du fameux crash que George Lucas a subi, et qui a failli mettre un terme à sa vie. Et c'est un accident épouvantable. Il a vraiment failli y rester, il est sorti de la cabossée. Et Renaud Roche a réussi à faire un travail incroyable en montrant la violence de l'accident. On a un récit très détaillé de l'accident qui date de l'époque, et d'une petite publication locale, puisque ça se passe dans la ville de Modesto, en Californie. Donc c'est vraiment un trou paumé en Californie. Et la petite gazette locale avait fait une description très précise de cet accident. Et Renaud Roche l'a reproduit très fidèlement. On peut notamment voir, pour le clin d'œil, que George Lucas avait trafiqué sa petite voiture, qui était une voiture Auto Bianchi, une toute petite voiture d'origine italienne. Et il l'avait customisée, donc il avait enlevé le toit, il avait mis un arceau de sécurité derrière son siège. Il avait également changé la ceinture de sécurité de sa voiture, qui était une ceinture traditionnelle, et il l'avait remplacée par une ceinture ventrale, comme sur les avions ou les voitures de course. Et c'est grâce à ce changement qu'il a survécu, parce que la ceinture n'était pas bien fixée et elle a cédé sous le choc, ce qui a permis d'être éjecté de la voiture et de ne pas s'écraser dans l'arbre. Donc il doit sa vie à ce petit détail. Tout à fait, cette histoire de ceinture qui fait peut-être... c'est peut-être à cause de ça qu'on est ici, là, et que le festival peut-être s'appelle Stars Up, en partie. Moi, voilà, j'ai adoré aussi, là, on voit, les planches sont
certaines en noir et blanc, et je me suis posé la question, mais pourquoi? Et en fait, à chaque fois qu'il y a des touches de couleur, ça rend ça encore beaucoup plus expressif et percutant. C'est vraiment une approche visuelle qui m'a surpris au premier abord, mais qui est au final très pertinent, parce qu'il y a aussi pas mal de choses qu'on connaît, et le fait de les mettre en noir et blanc, c'est peut-être une histoire de dire, ok, vous connaissez peut-être ça, mais avez-vous vu ça? Il y a une manière aussi de diriger l'œil et le regard qui est extrêmement intéressante. Peut-être on va passer sur voilà mes planches préférées. On en avait pu échanger avant, donc bien évidemment Star Wars c'est aussi la musique, et cette collaboration un petit peu, voilà, le fait d'avoir amené Williams, on pourra en parler des heures, et on a des gens très compétents qui viendront sur scène après. Bien également, peut-être un mot sur la relation. C'est pas facile évidemment de retranscrire la force de la musique en bande dessinée, mais Renaud Roche a une approche très intéressante où il y a une montée dans cette scène où George Lucas va découvrir enfin la musique, parce qu'il n'a jamais pu l'entendre dans sa version finale. Il a eu des extraits au piano, mais il se rend à Londres pour découvrir pour la première fois lors de l'enregistrement cette fameuse musique sur laquelle il compte tant, parce que l'enjeu est énorme, et il va prendre ça en pleine figure. Et Renaud Roche a eu énormément de talent pour retranscrire la force de ce moment. Et ce que j'aime bien dans cette double page, par exemple, c'est que juste avec les couleurs, ça va guider nos yeux. En fait, on va partir un petit peu des trophées de Lucas, de Williams. Absolument. On est chez Williams, là, voilà. Et d'ailleurs, Williams a été énormément nommé ou nominé, je ne sais plus comment on dit, et au final a eu assez peu de récompenses par rapport au nombre de nominations. Et après, on va passer sur les notes de musique qui sont verticales, tout comme les trophées en haut. Et après, ça va nous amener en droite, en fait, en bas à droite, vers cette petite baguette qui va nous emmener ici. Voilà. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous ont quelque chose qui arrive dans les oreilles. Et là, on est dans le studio avec lui, et effectivement, ça décoiffe. Et on voit à la toute dernière case que le téléphone sonne chez Steven Spielberg, parce que Lucas est en studio et il est tellement bouleversé par ce qu'il entend que son premier réflexe, c'est d'appeler la personne qui pourra comprendre ce qui se passe, et donc il appelle Spielberg et il va lui faire écouter toute la séance d'enregistrement en tendant le téléphone pour lui montrer à quel point c'est extraordinaire, et Spielberg peut comprendre. Tout à fait. Et du coup, on voit bien un petit peu avec cette progression là sur 4 pages, la pertinence. Là, on a très peu de couleurs, on installe quelque chose et là, on envoie. Et du coup, d'où la pertinence, quand on y pense, de cette base un petit peu en noir et blanc. Et c'est aussi très important, moi j'aime bien, c'est les différentes faces et têtes de George Lucas qu'on voit. On peut voir en haut à droite, bon là il est abasourdi, là il est peut-être ailleurs grâce à la musique. Et voilà, moi j'aime bien aussi la manière dont ont été traitées les expressions dans l'ouvrage. Donc c'est, je trouve, un des gros points forts. Combien de temps ça a pris de se documenter? Même s'il y a des choses très latentes, parce que tu avais... En tant que fan de Star Wars, on se documente un peu toujours, depuis des années. Donc il y a des tas de choses qui ont été, qui font partie de la culture ambiante. Mais là, ça a été un travail très rigoureux pour vraiment voir toutes les interviews de George Lucas, ou les revoir, lire tous les livres, voir tout ce que les collaborateurs ont pu dire. Donc c'est un travail qui a pris, plus de 2 ans, je dirais. Ouais. Alors peut-être question personnelle, hein, après avoir lu et fait cette BD, du coup il y a eu une digestion un petit peu de toute cette source. Est-ce qu'on peut se faire un petit peu une idée de qui est George Lucas? Oui, j'ai envie de dire que j'ai l'impression de le connaître après l'avoir tant entendu. C'est quelqu'un de très mystérieux, ce côté taiseux. Il parle pas beaucoup de sa vie privée, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement, c'était essayer de voir qui était cette personne réellement et qu'est-ce qui transparaît de toutes ces interviews. Il parle pas beaucoup de sa vie privée, mais il y a quand même des choses, et souvent à travers ce que les autres disent de lui. Dans ce roman graphique, on a décidé de mettre en avant aussi le personnage de sa femme, qui a un rôle majeur dans sa vie et qui a eu un impact majeur sur la création de Star Wars et des autres films de Lucas. Et c'est un personnage très intéressant parce qu'elle est aux antipodes de George Lucas. C'est quelqu'un d'exubérant, de très vivant, très enthousiaste. Et elle a su guider George Lucas et apporter énormément de choses. Malheureusement, comme ça s'est mal passé entre eux
pendant le tournage de Retour du Jedi où ils se sont séparés. Et donc, elle a été effacée de l'histoire officielle, de la version officielle. Ouais. Et c'est dommage. Et donc, c'était une de nos ambitions, c'était de la réhabiliter, de la remettre en avant et de montrer son impact dans cette histoire. Parce que c'est quelqu'un d'assez formidable. Et ils ont vécu une histoire d'amour très, très forte aussi. Donc ça, c'est au centre de la création de Star Wars. Il y a des collaborations comme ça qui sont au centre, comme celle avec Gary Kurtz, le producteur du film. Et c'est des personnages qui ont été écartés de la version officielle aujourd'hui. Donc c'est bien d'en reparler parce qu'ils étaient là au début. Tout à fait. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la dimension humaine dans ce roman graphique-là. Et c'est vrai que moi, à titre personnel aussi, j'ai lu d'autres ouvrages beaucoup plus engagés sur la cause animale ou le féminisme. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu ce côté de personnages. Je suis toujours aussi, c'est d'autres ouvrages disponibles aux éditions de Man, vraiment assez brillants. Et voilà, c'est mettre en avant tout le tempo sur l'humain. Et notamment, on se rend compte, notamment autour de Marcia, c'est que Lucas, peut-être, concours de circonstances, a été entouré, c'est ça, de toutes ces figures emblématiques qui l'ont peut-être aiguillé, redirigé sur certaines voies, donné des conseils, parce que c'était quelqu'un qui a été un petit peu épuisé pendant le tournage. Et je trouve qu'en se documentant sur lui, on voit qu'il y a quelque chose de touchant et je trouve que ça crée une humilité aussi autour du personnage. Oui. Absolument. C'est un homme assez incroyable, George Lucas. C'est quelqu'un ce que je retiens de lui, c'est notamment quelqu'un d'une grande droiture. C'est quelqu'un de foncièrement honnête. Et ce qui est particulièrement surprenant quand on voit le milieu dans lequel il évolue. Et c'est notamment pour ça qu'il a voulu s'extraire de Hollywood. Il avait bien compris comment ça fonctionnait, il savait ce qu'il perdrait en allant là-bas, et il a tout de suite eu une opposition de principe vis-à-vis de cet univers-là. Donc il a voulu s'extraire physiquement et puis moralement de tout ça. Et c'est quelqu'un qui a des valeurs très très fortes. C'est assez incroyable de voir sa générosité. Et il est évidemment extrêmement riche, mais il partage. On le raconte dans le livre, une des premières choses qu'il fait quand le film marche, c'est partager. Et ça, de l'aveu de tous, à Hollywood, ça n'arrive jamais. On ne fait pas ça. On ne dit pas, bon, on va donner 1% à lui, on va donner 1% à lui. Non, on va donner des bonus en cash à toute l'équipe. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de très scrupuleux, de juste. Et ça tient à son éducation, évidemment, mais aux valeurs que son père lui a inculquées. Et en ça, il est assez admirable, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça, à ce niveau de notoriété et de succès, qui ont gardé des valeurs aussi saines. Ce sens de l'honnêteté. Donc en ça, je pense que c'est une des choses assez cachées, et je pense que ça mériterait d'être plus mis en avant. Tout à fait, oui. C'est des choses aussi qu'on peut peut-être commencer à analyser suite au rachat avec Disney, où là, George Lucas a fermé la page et fait d'autres choses. Et je pense qu'on commence peut-être à cerner, à découvrir d'une manière un petit peu plus ample le personnage. Oui. Alors moi, j'ai adoré aussi le titre de la BD, tout simplement. Les guerres de Lucas, qui synthétise pas mal. Alors à titre personnel, j'espère qu'il y en aura d'autres. On aimerait bien. Parce que là, du coup, on va juste couvrir que l'épisode 4 et sortie l'épisode 4. Voilà, pour moi, ça a été un très beau voyage visuel. Et on sent qu'il y a un gros potentiel. Et notamment, moi, j'ai hâte aussi qu'on aborde la révolution digitale, les autres projets, ce que George Lucas a fait aussi autour de l'éducation. Et du coup, j'en reviens peut-être avec cette boucle. Pour moi, c'est un très bon ouvrage de médiation. Un intermédiaire qui va donner aussi le goût aux gens de découvrir et de se plonger dans cet artiste assez clairement singulier en plus dans le paysage hollywoodien. J'avais peut-être une question, est-ce qu'il y a eu d'autres titres envisagés où ça s'est imposé Il s'est imposé assez naturellement parce que c'est vraiment un combat à la création de ce film. C'est une succession de batailles. C'est pour ça que, bon, évidemment, il y a l'allusion à la guerre des étoiles, mais c'est vraiment des guerres. C'est des guerres avec les studios. C'est épouvantable, la description du système hollywoodien, où il faut sans arrêt lutter, où on le voit sur son premier film, enfin son second film, American Graffiti, mais sur le premier également, THX. C'est extrêmement difficile d'imposer sa vision. Il faut lutter. Et on a des gens en face qui ne sont pas toujours des visionnaires, qui ne sont pas toujours même des artistes, qui n'ont pas le sens artistique. Et Lucas, il a cette vision, et il veut imposer cette vision. Et il comprend que la seule manière d'imposer cette vision, c'est de trouver son indépendance financière. Ouais.
Avec l'indépendance financière, il peut tous leur dire d'aller voir ailleurs. Et il va y arriver. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui est jouissif dans cette histoire. C'est David Goliath. C'est vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Lucas aime tellement ce genre d'histoire du petit individu qui va s'opposer à l'Empire, etc. Et c'est ce qu'il vit lui. C'est l'individu. Les studios le prennent pour un petit pecno de province. Mais il va quand même continuer. Il va y aller, bille en tête. Et à la fin, c'est lui qui gagne. Et c'est rarement une victoire aussi éclatante dans la vie. Et là, on peut pas rêver de victoire plus éclatante que celle-là. Il gagne sur toute la ligne. Tout à fait. Ça, c'est pour ça que c'est un scénario formidable pour un biopic, parce qu'il y a rarement dans la réalité des histoires aussi parfaites. Et moi, j'ai l'impression que je pense que tu as été comme beaucoup touché par l'œuvre, mais aussi voilà, rebondir. Et bien sûr, là, c'est le sujet de l'ouvrage, mais touché aussi, c'est ça, par ce parcours singulier. Est-ce que tu peux nous dire un mot tu en as parlé tout à l'heure de ta collaboration très rapidement avec Renaud Roche. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Plutôt des images, plutôt vraiment une dramaturgie C'était avant tout la trajectoire, c'est avant tout l'histoire de George Lucas. Et plus on creuse, et plus on se rend compte que c'est l'avalanche de difficultés. L'adversité en permanence, sans arrêt. C'est des catastrophes sur catastrophes. Et on se dit que ce type va finir par céder. Et non, il continue. Et c'est jusqu'à la fin, quand le film est finalement terminé et que ça y est, ça tient, les gens commencent à dire c'est pas mal. Et là, il apprend que les cinémas n'en veulent pas. Les cinémas ne sont pas intéressés. Le film va sortir dans 32 salles. Il faut imaginer ça, 32 salles. C'est insensé. Les exploitants n'y croient pas. Ils préfèrent miser sur d'autres films. Et donc, c'est cuit. Quand un film sort dans 32 salles, mais non, ça va marcher. Donc on peut que être admiratif, amusé, et puis c'est jouissif de voir ce retournement. Cette magie ou cette force qui opère peut-être dans l'univers. Moi, je te félicite encore, Laurent, et Merci. aussi, je ne connais pas Renaud, mais je serais très heureux de le rencontrer, peut-être de l'inviter ici, peut-être pour débriefer ou peut-être présenter une suite dans une des futures éditions. Moi, je vais souhaiter beaucoup de courage à cet ouvrage qui va du coup sortir le 4 octobre. Mais voilà, comme les éditions d'Eman sont très sympathiques, et nous aussi, on a décidé de vous offrir des petits ex-libris collector autour de l'ouvrage que Laurent va pouvoir vous dédicacer. Vous allez pouvoir échanger juste après la conférence. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. À très bientôt. Merci.